Bienvenue, le meilleur est à venir, épisode 138 aujourd'hui. Salut. Soin. Bon, salut. Hein. J'en reviens quand même. Hein. Quelle entrée en matière. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée avec ce beau soleil qui... J'allais dire qui sévit sur la France, enfin sévit entre guillemets, hein, on est quand même content d'avoir du soleil. Et il va faire, paraît-il, très chaud, je crois, la semaine prochaine, donc c'est très bien. Salut Christophe, tu vas bien? Christophe, avec ses cours d'écriture. Tiens, mets le lien, n'hésite pas à mettre un lien là. Si tu as une minute avant de partir, mets un petit lien pour ceux qui s'intéressent à l'écriture, parce que tu as un cours très intéressant que tu viens de sortir là, pour écrire tout simplement. Salut Manon, il va faire chaud du côté de Marseille. Hein. Salut Marie. Merci d'être de passage, c'est super sympa. Alors, épisode 138 aujourd'hui du meilleur est à venir, LMV pour tout le monde. Et on va manger. On va manger des animaux. Enfin bon, on va pas tout à fait les manger, hein, vous me connaissez. Les titres sont très accrocheurs, mais bon, souvent je prends, toujours je prends le contre-pied de ce que je raconte. Mais au moins je suis sûr que ça accroche. Ah, tu captes le direct, c'est super Christophe. Je te répète, n'hésite pas à mettre un lien sur ton cours, ça peut intéresser certains et certaines parmi nous. Sachiko-san, Genki ne, en direct de Tokyo là. Oui, hein, c'est le monde entier sur Facebook, que voulez-vous? C'est le monde entier. Je lui fais un petit bonjour à Sachiko, car elle est très sympa. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'animaux. On va parler de hamburger, de steak haché, de steak tartare. Non. J'en affole certains ou certaines parmi vous. Christophe, je reste avec vous aujourd'hui. Oui, je mets le lien. Super. Vas-y. Salut Nina, tu vas bien? C'est sympa d'être là et de prendre le temps de passer quelques minutes avec nous. Salut également à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay en ce moment. Merci à vous de consacrer quelques minutes de votre temps. J'apprécie beaucoup et j'espère qu'elles vous seront utiles. Dès maintenant, n'hésitez pas également à partager cette vidéo sur votre mur parce que ça me permet de toucher plus de personnes et c'est important. Comme par exemple aujourd'hui, peut-être pour prendre conscience de certaines choses concernant les animaux. J'allais dire nos amis, les animaux. C'est pas nos amis, c'est nos égaux. Kensuke, how are you, my friend? J'allais le dire en japonais, mais avec Kensuke, on parlait toujours en anglais. Décidément, le Japon, il y a beaucoup de japonais hein, en ce moment. Serait-ce parce que... Enfin bref. Allez, on y va. Le moment suspendu du jour, tout de suite. Salut Monette. Et Monette, en ce moment, tu cartonnes. Hein. Tu en partages des choses intéressantes. Hein. D'ailleurs, on va en avoir pas mal de toi. Et je vois que Kensuke est en train de suivre ce que je raconte. Genki. Je dis toujours la même chose. J'allais dire quelque chose. Ouais, bonjour Kensuke. Je vois que tu pratiques ton français aussi. C'est bien. Le moment suspendu du jour, regardez-moi cette belle framboise. Super ton live sur les estampes japonaises. Ah oui, le dernier avec Hokusai, ouais, c'était intéressant. Et Hokusai, Christophe, Hokusai mérite vraiment que tu t'intéresses à sa vie parce que c'est incroyable. Au-delà de l'art, au-delà de sa carrière, mais un mec incroyable. Magnifique framboise, les premières de l'année, celle du jardin de Mercedes qui... va se dépêcher de les manger, je suppose. La photo est belle, je l'aimais bien et elle m'a fait un petit peu réfléchir à la beauté de la nature. Oui Manon, ça donne envie, je suis d'accord. La beauté de la nature, ce qu'elle nous offre année après année, sans nous oublier, elle est toujours présente. Et la nature, c'est pas que ça, la nature c'est nous aussi. Et la nature, c'est nos égaux, les animaux, dont on va parler dans quelques instants avec un exemple particulier, puisqu'on ira aux États-Unis pour raconter une belle histoire. Oui, Monette, tu la mangerais bien. Moi aussi, je vais te dire, je la mangerais bien. Voilà. Merci en tout cas, Mercedes, pour ce joli cliché. Alors, je vais faire deux petites mises à jour. La première, c'est... je vous ai raconté une histoire il y a pas mal d'épisodes. C'était l'épisode où je racontais l'histoire, une magnifique histoire humaine, celle des Fralib
et du thé 1336, vous vous rappelez de l'histoire, etc. Ces gars qui s'étaient battus avec une multinationale qui s'appelle Unilever, et qui avaient repris l'usine finalement après 3 ans de bataille. Et j'avais raconté ça parce que j'en ai raconté d'autres aussi, d'autres entreprises qui ont été reprises par les propres travailleurs, hein, les propres ouvriers sous forme de scope. Et ça, c'est des histoires absolument magnifiques que j'aime bien et j'aimerais que ça se produise plus. Parce que c'est un avis personnel, parce que je pense que c'est bien de posséder son outil de travail. Et donc pour les Fralib et pour 1336, donc je vous avais dit, moi je vais acheter du thé 1336 pour les soutenir. Et figurez-vous que... Salut Patrick, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du thé 1336. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans un magasin, un supermarché, une grande surface, et j'ai pris le photo, une partie du rayon, elle met du temps à se charger, celle-là, voilà. Une partie du rayon thé. Alors vous voyez pas bien, je vais pas vous le grossir. Voici tous les, enfin il y en a encore un peu sur la gauche. Voici tous les thés dans le rayon où je vais. C'est ici à Albi. Eh bien trouvez-moi le 1336 là-dedans. Bon, je vais pas vous laisser chercher, mais le seul 1336 que j'ai trouvé, il est là. Vous voyez là, les 2 boîtes là. Tout le reste, c'est pas du 1336. Il y a du Lipton qui appartient à Unilever. Il y a du éléphant ici également Unilever. Et puis il y a d'autres marques, bien sûr, d'autres multinationales. Donc le seul 1336, voilà, je vous le mets, il est ici. Avec ces 2 petites boîtes de thé vert à l'amande que j'aime pas. Donc en plus, j'ai pas pu les acheter parce que je veux bien les soutenir, mais il faut quand même que j'aime le thé. Et j'étais un petit peu déçu. Et Claire, qui suit de près également tout ce que l'histoire, Claire que vous connaissez, qui vient souvent nous rejoindre, m'a alerté en me disant attention, il semblerait qu'ils aient des problèmes. Et effectivement, après 3 ans, 1336, donc cette belle histoire de Fralib, n'ont pas encore réussi à équilibrer les comptes. Ils espèrent équilibrer les comptes l'année prochaine, mais c'est toujours difficile. Et j'espère que ça va bien se passer quand même pour eux, on va suivre. Donc pour vous dire que c'est beau, l'histoire est belle, reprendre son usine, relancer la production, faire des beaux thés, mais on vit dans un contexte libéral, capitalisme quand même à outrance, reconnaissons-le, et donc il faut équilibrer les comptes, c'est pas facile. C'est pas facile du tout lorsqu'on est petit et qu'on reprend une usine. Donc il faut continuer à se battre. Et j'espère que pour eux, ils vont réussir à avoir l'équilibre l'année prochaine, d'après ce qu'ils ont dit en 2018. Donc on va suivre ça de près, car c'est très important. Et sinon, autre point sur l'actualité, je vous avais raconté il y a quelques épisodes, alors il y a longtemps, c'était l'épisode 100 ou 100, même avant l'épisode 100, je vous avais raconté l'histoire de ces petites pieuvres que des dames généreuses tricotaient pour les prématurés, ce qu'on appelle les bébés plumes, et qui leur servait, qui était très important pour les bébés plumes, auxquels ils s'accrochaient avec leurs petites mains, et ce qui leur permettait d'être rassurés, et en même temps de ne pas arracher les tuyaux, vous savez, je vous ai expliqué. Et puis je vous avais dit, il y a moyen de les soutenir, c'est d'acheter des pelotes, non pas des pelotes de laine, j'avais fait l'erreur, c'est des pelotes de coton spécial, qui permettent de tricoter ces petites pieuvres, et en échange, chaque fois que vous donnez 5 €, eh ben vous recevez une mini pieuvre, comme ceci. Elle est pas belle celle-là, voilà. Et j'en ai une autre ici. Ah, elle est à l'envers. Attendez, je vais vous la mettre à l'endroit, elle est mignonne comme tout. Hop. Coucou, c'est moi la petite pieuvre. Bon, c'est pas pour les enfants, il manque plus que Hugo, et là, tout le monde va être content. Et bonjour. Soyons sérieux un petit peu. Mais non, il faut rester des enfants, donc c'est pas grave. Et donc voilà, merci infiniment à Agnès. Non, arrête Jean-Philippe, arrête, calme-toi. Merci infiniment à Agnès qui m'a envoyé mes 2 petites pieuvres. Après, je vous ai expliqué, j'ai fait un don et elle m'a envoyé ces 2 petites pieuvres qui vont me servir de porte-clés. Regardez, le porte-clés est en forme de cœur. Vraiment Agnès, bravo. C'est super ce travail. Et c'est donc, c'est pas de la laine, c'est un espèce de coton qui est bon pour les... Et on peut tirer dessus, hein, ça, on peut tirer, pas trop sur celles-là parce qu'elles sont courtes, mais sur les petites pieuvres qui sont plus grandes, hein, bien sûr, pour les prématurés, pour les bébés plumes, on peut vraiment tirer dessus et les bébés peuvent. Donc,
Voilà, j'ai reçu mes 2 petites pieuvres. Je remercie énormément Agnès et bravo Agnès pour le travail que vous faites, ou que tu fais, je ne sais plus si je te tutoie ou si je tutoie tout le monde, que tu fais par rapport à ça. Et puis je vous avais dit, si ça vous intéresse, si vous voulez en sponsoriser, soutenir l'opération, dites-le moi et moi, je vous aiderai à faire un don pour recevoir ça et donner donc de la laine à celle qui tricote ces petites pieuvres. Et puis ça ne s'est pas très bien passé en fait. Il y a eu quelques petits soucis, je vais passer dessus, qui n'ont rien à voir avec Agnès, qui fait un formidable travail. Donc, si vous voulez soutenir ce travail, il va falloir vous renseigner toute seule ou tout seul. Voilà, vous allez sur le net, je ne peux pas faire plus, et vous allez sur le net et vous cherchez Petite Pieuvre et Bébé Plume, et vous allez trouver des liens, des sites, et vous pourrez soutenir à votre façon si vous le voulez vraiment. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, mais en tout cas, moi je suis content. J'ai mes petits pieuvres qui vont nous accompagner pendant. Ah, je les accrocherai bien là, mais là, on me voit là, oui, bonjour. Enfin voilà. Tout ça, c'était pour. Voici mon lien concernant l'écriture. Christophe, voilà le lien, voilà. Si ça vous intéresse, si vous avez des problèmes pour écrire votre premier roman, si vous n'arrivez pas à le finir, si vous n'arrivez pas à le structurer, si vous n'arrivez pas à démarrer, si vous avez le problème de la page blanche, allez, suivez ce lien offert par Christophe, proposé par Christophe. Il vous dit tout, il vous explique comment. Et c'est une excellente méthode. J'avais vu les toutes premières que tu avais proposées, c'est en podcast. Et c'est vraiment, vraiment bien. Voilà. Coup de pub, hein. D'ailleurs, il faudra que je vous parle d'autre chose. Je vous en ai déjà parlé, puisque on arrive presque à la fin du mois de juin. LMV va peut-être changer de formule un petit peu dans les mois à venir et je veux améliorer ça, je veux faire ça beaucoup mieux. Donc c'est moi qui vais vous demander votre soutien de façon à ce que je puisse avancer. Et je compte vraiment sur vous parce que je trouve que on a de beaux liens, on fait de belles choses ensemble, on fait avancer. Et puis c'est important, je crois, pour pas mal d'entre nous, pour vous, pour moi, de pouvoir continuer dans cette direction. Mais je vous en reparlerai d'ici peu. Allez, on passe sur quelques petits traits d'humour. Comment reconnaître la porte d'un alcoolo? Oui, je sais, c'est pas... Je sais, elle est un peu spéciale. Voilà comment on reconnaît. Ça m'a fait rire, désolé, ça m'a fait rire. Et c'est Cédric qui a partagé ça. Merci Cédric. Ça m'a bien fait rire. Oh, une autre qui est pas mal non plus, mais dans un autre domaine. J'allais dire éloigner les enfants, mais non, n'éloignez pas les enfants, voyons. C'est la nature, c'est normal. Alors je vous mets d'abord le titre, alors je vous montre la photo après. Lutte contre la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, le thème à la maison de retraite était essayer de créer quelque chose de mémoire. Et voici ce que cette pensionnaire de maison de retraite a exécuté. Voilà, je n'en dis pas plus. Mémoire vive. Voilà. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Monette, qu'est-ce qu'elle nous a partagé? Monette partage en ce moment à tire larigot, à tout va, et c'est des belles choses en plus. Voir une araignée, c'est rien. Le pire, c'est quand tu la vois plus. Alors, il ne faut pas venir chez moi, Monette. Moi, j'adore les araignées. Je les considère comme des animaux, voilà, comme un animal. C'est un être humain, ça doit être un insecte. Et les araignées, je ne les tue jamais. Je les garde même. Je garde même les toiles d'araignée chez moi, au grand désespoir de ma compagne, bien sûr. Bon, finit par nettoyer, mais je pense que c'est important parce qu'en plus, elle protège la maison contre les petits parasites, etc., ou les mouches qui vont se prendre dedans. Et j'ai même une araignée qui a trouvé son nid dans le rétroviseur extérieur, côté conducteur de ma voiture. Et c'est incroyable, c'est une histoire incroyable. Et j'ai une araignée qui est là, qui vit depuis plusieurs années. Il y a beau avoir la pluie, le gel, etc. Elle reconstruit systématiquement sa petite toile entre le rétroviseur et la porte. Et elle est toujours là.
C'est beau, hein. Moi, les araignées, c'est des êtres que je respecte beaucoup. Et puis, j'ai vécu en Guyane, passé une grande partie de mon enfance et toute mon adolescence jusqu'au bac en Guyane. Et donc, alors, en Guyane, les araignées, hein, les matoutous, etc., les grosses, là, comme ça, vous en avez dans les maisons partout. Faut s'y habituer. Et puis, il fait chaud. Il fait chaud quand même, hein, ces jours-ci, et ça va pas tarder. Donc, un conseil pour certains d'entre vous. À tous ceux qui ont l'habitude de brasser de l'air, c'est le moment. Oui, Monette, ah bah j'ai peur des araignées, mais ça doit pouvoir se surmonter, ça, non? Enfin, se surmonter, c'est pas une question de surmonter. C'est une question de, je sais plus comment on dit ça, mais bon, elles rendent service, vraiment, les araignées. Christophe, JP, après l'ami des escargots, l'ami des araignées. Oui, oui, oui. Ah mais oui, les escargots, j'adore les escargots et j'adore les araignées. Il y a plein, plein, plein d'animaux et d'insectes que j'adore. Ça, c'est sûr. Et j'essaie de passer pas passion, mais ce respect à mon fiston. Hein, mais ces enfants, c'est instinctif parfois. Ils écrasent avec le pied pour voir ce que ça fait. Je dis non. Bon, enfin. Assunta a partagé quelque chose de superbe. Ah, c'est superbe, c'est beau. Et c'est pas parce qu'elle a mis en fond, je sais pas si c'est toi qui l'as faite cette image, c'est pas parce que si tu as mis en fond des jeunes femmes japonaises, des jeunes japonaises, ça m'a fait plaisir. Alors on va voir les 5 mots les plus difficiles à prononcer. Vous êtes prêts? On y va. Vous allez voir, c'est génial. Le premier mot le plus difficile, j'essaie de vous le montrer sans tout dévoiler. Prestidigitateur, c'est vrai qu'on ne voit pas bien, hein, désolé. Le deuxième mot, c'est inéligibilité. J'y arrive. Le troisième mot, c'est phénylalanine, que je ne connais pas, je ne sais pas tout ce que ça veut dire. Cédric, j'ai été arachnophobe jusqu'à mes 30 ans, phobie héritée de ma mère, je pense. J'ai combattu mon arachnophobie à la naissance de mon fils afin de ne pas lui transmettre. Eh ben voilà. Voilà, Monette. Comme quoi, l'arachnophobie, ça se guérit. Et si tu apprends à les connaître, les araignées, tu vas voir. Ce sont des êtres très gentils. Enfin, très gentils, je veux dire, ils ne vont pas te venir te caresser la main non plus, ils ne vont pas te venir faire des bisous. Mais elles ont aussi peur de nous que toi d'elles. Voilà, une phobie à soigner. Voilà. Et tu as juste le témoignage de Cédric. Salut Cédric, au passage. Je viens de parler de toi, je ne sais pas si tu étais là au début, et, qui t'a expliqué. Ouais. Ben, il faut avoir une raison aussi. Alors, on continue avec les mots. On était à phénylalanine. Et là, désoxyribonucléique, que je connais bien, j'adore, c'est l'acide désoxyribonucléique, c'est l'ADN, c'est l'abréviation de l'ADN. Et le dernier mot, le plus difficile à prononcer en français, c'est le mot pardon. C'est beau, hein? Le mot pardon. Un mot extrêmement difficile, peut-être le plus difficile à prononcer dans la langue française. Et j'ai trouvé cette image de... c'est dommage, on ne voit pas bien, j'ai envie de la refaire même. Moi j'aime bien les japonaises, bon ben... Et donc oui, c'est le mot pardon, le mot le plus difficile à prononcer de la langue française à mon avis. Ah bah c'était Cédric, c'était ton image avec la clé qu'on n'arrive pas pour les alcoolos, c'est ce qui m'a bien fait rire. Voilà. Et donc, pardon, le mot le plus difficile à prononcer de la langue française. Savez-vous dire pardon? C'est difficile de dire pardon. C'est très difficile. Et j'en sais quelque chose. Et on le sait tous, hein, on le sait tous, ça c'est tout à fait normal. Et puis, une autre image, j'ai bien aimé, ça c'est Christophe qui a partagé ça. Christophe a partagé cette image. Un petit peu de politique. C'est une jeune femme, une dame qui s'appelle Monique Fureur. Du FN, je me suis droitisé. Ah, il y a des noms quand même. C'est incroyable. On aurait voulu faire exprès que ce serait pas possible. C'est vrai, hein, c'est un vrai article de journal. Et d'ailleurs, permettez-moi pas un jeu de mots, mais quelque chose de vraiment stupide, je vais le faire quand même. Madame Fureur est mariée avec Monsieur Devivre. Allez, aujourd'hui, on reste gamin. Aujourd'hui, on fait les gamins. À quoi d'autre? Lucien nous a partagé
vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant. Une déduction parfaitement logique et très intéressante. Je ne fais pas confiance aux joggers. Ce sont toujours eux qui découvrent les cadavres. Coïncidence? Je ne crois pas. Ah, mais c'est vrai, c'est excellent celle-là. Ah, qu'est-ce qu'on peut rire? Et Monette qui en a remis une couche, c'est Monette qui a partagé ça, je crois. C'est toi, Monette, qui a partagé ça. Ceinture noire de canapé. Présent. Ah, et moi, je suis ceinture noire de canapé et de sofa. Je peux vous dire, les siestes, j'adore. Et je n'en rate pas une. Ceinture noire, troisième dan. C'est joli, hein? Ceinture noire de canapé. J'ai bien aimé ça. Quoi d'autre? Bon, on va s'arrêter. Hazel, ah si, Hazel, on en a partagé une pas mal. Alors, dans un autre style, très acide, hein, c'est très Hazel. Les meufs d'1m75 qui mettent des talons de 20 cm, c'est quoi votre but dans la vie? Pécho un aigle en plein vol? Merci Monette, ouais, c'était donc toi. Hein. Ah, t'en as partagé beaucoup aujourd'hui. Hein. Allez, une petite dernière. Non, bah c'est tout. On va s'arrêter là. Et donc, pas aller plus loin. On va donc aujourd'hui parler. Merci pour les likes. N'hésitez pas à partager ce direct sur votre mur. Je vous en remercie d'avance. Ça me permet de faire connaître LMV à plus de personnes et aussi de partager des choses qui peuvent les toucher et qui peuvent peut-être changer un tout petit, justement, quelque chose dans leur tête. Et si on touche une personne à chaque numéro, imaginez, grâce à vous, hein, c'est pas grâce à moi, eh ben, on en est au numéro 138. Ben, on aura touché au moins 138 personnes qui auront changé peut-être quelque chose. Merci Cédric et merci aux 3 autres, je ne sais pas, je ne vois pas les noms, qui ont partagé, eux et elles aussi, le direct. Alors, aujourd'hui, on va parler... Oh, j'entends des cris. Je ne sais pas si c'est le petit Hugo qui rentre à la maison, mais ça a l'air de... Attendez, là, il faut que je ferme la porte parce que ça va être un peu difficile. Voilà. Alors, on va aller aux États-Unis. On va aux États-Unis, on va à la rencontre d'une personne qui s'appelle Ellie. C'est une jeune femme, Ellie, qui a eu une enfance un petit peu difficile, avec des parents assez durs. Donc une enfance un petit peu solitaire, un peu en Californie. Et qui, merci Monette, et qui a été donc difficile pour elle. Et Ellie, très jeune, a eu une habitude très particulière, c'est de ramener à la maison tous les animaux qu'elle trouvait abandonnés dans la rue ou solitaires dans la rue. Le petit chat, le petit chien, le petit oiseau, n'importe quel animal qui traînait, elle le ramenait à la maison parce qu'elle avait peut-être un grand cœur, enfin un grand cœur, tous les enfants ont un beau cœur, mais peut-être qu'elle était plus attirée, et pour différentes raisons. Enfin bref, elle faisait ça. Et les parents étaient toujours fatigués de ça. Déjà qu'ils étaient durs avec elle, ils lui disaient non, il ne faut pas faire ça. Et à chaque fois qu'elle partait en voyage ou qu'elle allait à l'école, et ben le lendemain, tous les animaux avaient disparu, ce qui la faisait pleurer, mais elle n'empêchait pas de recommencer. Et un jour, ses parents ont eu assez, ils en ont eu assez, ils lui ont dit, écoute, ça suffit, tu n'amènes plus d'animaux à la maison, tu sais quoi, lorsque tu seras grande, majeure, et ben tu prendras tes propres animaux chez toi. Et ils étaient très stricts, très sévères. La petite Ellie en a pleuré. Bien sûr, vous imaginez, c'est un drame. Les enfants adorent les animaux, les adultes aussi, pas tous. Et donc, les années ont passé, elle a surmonté cela, elle a passé son bac, aux États-Unis on appelle pas ça le bac, son SAT, etc. Et elle est allée à l'université, l'université de Northridge, qui se trouve au nord de Los Angeles. Elle a passé un diplôme qui concerne l'enfance, sur la maltraitance de l'enfance, comme quoi on ne se refait pas. Mais elle n'a jamais oublié ce que ses parents lui avaient dit. Parce que elle a pensé que si elle a réussi à survivre à son enfance difficile, c'est parce que justement, elle ramenait ses animaux, elle les caressait, elle les nourrissait, et que ces petits animaux qu'elle hébergeait le lui rendaient bien. Et ça l'a marqué à un point incroyable. Et vous allez voir, à tel point que dès qu'elle l'a pu, en 1999, elle a ouvert un établissement qui s'appelle The Gentle Barn. En français, on pourrait traduire
par la... je suis bon en traduction. Vous avez remarqué, oui. On pourrait traduire par barn, c'est l'étable, l'écurie ou la grange, donc douce. On va dire, moi je vais traduire par, comme c'est la grange, non, peut-être l'étable douce, la douce étable, la douce écurie. Enfin, un lieu de gentle barn, un lieu de douceur pour accueillir les animaux. Elle a ouvert ça dans la Santa Clarita Valley, que je connais, et qui se trouve au nord de Los Angeles, je connais bien. Et donc elle a commencé à héberger des animaux dès 1999, en recevant des dons de gens qui l'aidaient, etc. Et là, il y a eu un volontaire qui est venu, qui s'appelle Jay, qui était fasciné également par les animaux. Et puis, ils étaient tous les deux fascinés par les animaux. Et puis, ce qui devait se produire s'est produit. Ils ont fini par s'aimer et ils se sont mariés. Et donc, tous les deux, ils ont décidé de s'occuper à temps complet de la Gentle Farm. Et ils ont commencé à accueillir des animaux et d'autres animaux. Si bien qu'à un moment, ils ont eu plus d'une centaine d'animaux. À l'heure actuelle, ils en ont près de 200, pour être précis. Mais à l'époque, une centaine d'animaux. Ils avaient des vaches, des cochons, des chèvres, des moutons, des poules, des chats, des chiens, quoi d'autre, des paons. Ils avaient même un émeu. Ils ont toujours un émeu. Vous savez, c'était cet oiseau noir, grand oiseau qui ressemble un petit peu à une autruche. Et donc, ils accueillent tous ces animaux. Mais attention, vous allez me dire, Ellie a un grand cœur. Elle est allée au bout de ses rêves. C'est sûr que ça a été dur. Elle n'a pas réussi du premier coup. Et je vous passe les détails du calvaire que ça a été pour créer cette ferme ou la douce ferme. Ah oui, ça serait joli, la douce ferme, on pourrait appeler ça. Si vous avez une idée de nom, n'hésitez pas. Où ces animaux, c'est un sanctuaire où les animaux sont respectés, on ne les brutalise pas, on ne les martyrise pas. Parce que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle recueille toutes sortes d'animaux, et surtout les animaux martyrisés. Pas seulement abandonnés, les abandonnés, il y a des sortes de SPA comme en France, mais surtout ceux qui sont martyrisés par leur maître ou par d'autres animaux, etc. C'est très important pour elle. Mais ça, c'est juste un pan de cette ferme. Il y a un autre pan qui est hyper important, car rappelez-vous ce que je vous ai dit, Ellie pense que si elle s'en est sortie, c'est grâce aux animaux. C'est grâce à eux qui lui ont donné l'amour dont elle avait manqué par rapport à ses parents, je vous en parlais. Et donc, ce qu'elle a fait dès le début, dès 1999, en ouvrant sa ferme sanctuaire, on va dire, c'était d'accueillir des enfants, des ados, qui eux-mêmes avaient été maltraités, ou alors qui étaient handicapés. Et donc, elle a commencé à faire ça. Et les services sociaux de Californie se sont rendus compte de tout l'intérêt et de toute l'importance et de l'improvement, de l'amélioration des conditions des jeunes qui rendaient visite à sa ferme. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un groupe de jeunes qui a eu des problèmes avec la loi, par exemple, ou alors des problèmes de handicap, venaient ou viennent, la première chose que fait Ellie, elle ne leur montre aucun animal. Elle les réunit, elle leur fait un speech. Et elle commence d'abord par expliquer son propre parcours. Comment ça a été difficile pour elle de créer cette ferme. Tous les obstacles qu'elle a rencontrés, les failures, les échecs qu'elle a eus avant de pouvoir monter cette ferme. Le doux refuge des animaux. Merci Monette. Et ensuite, elle explique la vie d'un certain nombre d'animaux qui vivent à la ferme. Tous les problèmes qu'ils ont eus eux-mêmes, ces animaux. Et ainsi, ce qui se passe, c'est parce que lorsqu'elle dit que cet animal a été brutalisé, mais regardez maintenant comme il est gentil. Il vient vers vous, il vous caresse, il se laisse caresser, il y a de l'interaction. Les enfants ou les ados se rendent compte que c'est comme moi. Moi j'ai eu des problèmes ou j'ai des problèmes et les animaux y sont passés, mais alors moi aussi je peux m'en sortir. Et c'est ça le but de la ferme. Et c'est ce travail qu'elle accomplit depuis 1999 avec son mari et bien sûr plein de volontaires et plein de donateurs qui font que cette ferme est un véritable succès. Elle existe maintenant en Californie et il y a une deuxième ferme qui a ouvert il y a très peu de temps au Tennessee, à Knoxville, Tennessee. Salut Joël. Et donc pourquoi je vous raconte tout ça ? Alors c'est bien de raconter l'histoire, cette femme est déjà formidable pour tout le travail qu'elle réalise et qu'elle a fait. Mais pour vous montrer à quel point elle va, jusqu'où elle va pour sauver des animaux, je vais vous raconter cette histoire. C'est une histoire parmi d'autres,
mais une histoire qui m'a touché. Salut Mireille, ça va? Un jour, il y a 3 4 ans, elle reçoit un coup de fil. Ellie reçoit un coup de fil d'une dame qui habite dans le Tennessee. Et ils n'avaient pas encore la ferme de Knoxville dans le Tennessee. Et cette dame lui explique, écoutez, il y a une ferme pas loin de chez moi, il y a un fermier qui travaille là-bas, qui élève des vaches et des bœufs pour faire de la viande tout simplement. Et il a dans son champ un veau qui a à peu près 1 an et qui boite. Et je crois qu'il est mal en point. Et si vous pouviez faire quelque chose, ça serait génial. Ellie, au grand cœur, n'écoute que son cœur. Et avec son mari, Jay, ils prennent l'avion et vont jusqu'à Nashville. Et ensuite, ils vont à Knoxville, Tennessee, pour rencontrer cette dame. Et ensuite, essayer de convaincre le fermier. N'oubliez pas, le fermier est un éleveur qui élève donc ses animaux pour faire de la viande ensuite, pour essayer de le convaincre de donner ce veau qui est malade, on ne sait pas exactement ce qu'il a, à la ferme, à la douce ferme, j'ai oublié le nom que vous avez donné, donc à la ferme sanctuaire qu'ils ont. Ils vont rencontrer le fermier, là-bas on dit un rancher, on va dire le fermier, il s'appelle Andy. Et ils sont surpris parce qu'ils pensaient avoir des difficultés avec ce fermier, et ils se disaient, mais ça va être dur, il va falloir batailler, il ne va pas vouloir nous le donner, mais dès la prise de contact avec Andy, ils se rendent compte que Andy est plutôt sympa et même très ouvert. Alors ils discutent un peu et ils comprennent vite qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de Andy, dans son passé à lui, lorsqu'il était enfant. Et lorsqu'il était enfant, Andy finit par, après avoir bien fait connaissance, ils finissent par comprendre que Andy, le fermier, lui aussi a eu une enfance difficile. Battu par son père, lui-même fermier, lui-même battu par son grand-père. Enfin, il explique tout ça. Et Andy s'est dit à un moment dans sa vie de fermier, il faut que je fasse quelque chose de juste. Il a eu une prise de conscience. Et il a eu la prise de conscience le jour où il a eu ce veau qu'il a acheté et pour l'élever, l'engraisser et ensuite l'amener aux abattoirs pour en faire de la viande. Mais lorsqu'il a vu ce veau qui était malade, il y a quelque chose qui a fait clic dans sa tête. Et il n'a pas pu donner ce veau aux abattoirs. C'est son gagne-pain. Il n'a pas pu le donner. Il l'a gardé. Il a essayé de le soigner. Parce que ce veau est très malade. C'est un gros veau maintenant. Il a presque 1 an. Et je ne sais même plus si on dit un veau d'ailleurs à cet âge-là. Je sais, pour les femelles, on dit les génisses, c'est ça. Mais pour les veaux, je ne sais pas comment on dit. Et ce veau, donc, boite. Et il boite vraiment lourdement de la patte arrière gauche. Et Andy explique à Ellie et son mari, Jay, que il a dû se cogner lorsqu'il était tout petit, lorsqu'il y a eu les ventes aux enchères dans ces lieux très sinistres où les animaux sont parqués, où on les achète au lot, vous savez, aux enchères aux États-Unis, ça se passe comme ça. Et donc, sa patte est restée coincée quelque part, sa patte arrière gauche, dans une sorte de fil qu'on utilise pour faire des bottes de paille, et ça a coupé le sang, ça s'est infecté, et toute la bas de la patte est infectée. Alors lui, Andy, il a essayé de le soigner avec des antibiotiques, mais ça ne marche pas, et le pauvre veau est dans le pré et marche sur 3 pattes depuis pratiquement sa naissance, et avec cette jambe infectée. Alors, Ellie supplie Andy de leur donner, on va essayer de faire quelque chose, et Andy dit d'accord, c'est un petit peu ma rédemption, entre guillemets, on va dire, parce que son boulot à lui, c'était quoi? C'est comme des milliers de fermiers, ils achètent des veaux, ils les engraissent pendant 1 an, et au bout d'1 an, ils les envoient à l'abattoir, et on fait de la viande de veau, qui vont dans les cuisines et dans les restaurants, etc. Donc voilà. Et Andy a du mal avec ça. Donc, il découvre ce petit veau d'1 an, et il lui donne un nom tout de suite, parce que Ellie donne des noms, c'est important. Et il l'appelle Dudley. Donc c'est Dudley, qui a 1 an, qui a la patte arrière gauche qui ne va pas du tout, qui est très malade. Et Ellie demande un service à Andy. Andy, on n'a pas de camion, est-ce que vous pourriez nous aider à l'emmener? Et Andy dit, avec son accent de Tennessee, il dit oui, mais où vous allez l'emmener? Eh bien, Ellie a déjà fait son travail. Elle a contacté l'université du Tennessee
ils ont une section vétérinaire qui est très performante, avec l'un des plus grands chirurgiens vétérinaires en ce qui concerne les bovins, qui s'appelle Anderson, le docteur Anderson, on va l'appeler en français Anderson, et elle a déjà eu son accord pour qu'il examine Dudley. Andy emmène Dudley jusqu'à l'université, avec Ellie, avec Jay, avec cette dame aussi qui les a alertés. Merci pour les partages, merci Josette. Continuez à partager la vidéo, c'est important. Et donc, à l'université, donc dans la section, dans l'école de vétérinaire, ils examinent Dudley et ils se rendent compte qu'il va falloir lui couper la patte parce qu'elle est trop infectée, le sabot aussi. Donc, ce qu'ils pensent faire, c'est couper la patte et ensuite mettre une prothèse à sa taille pour qu'il puisse remarcher. Et ce qui est incroyable, c'est que tout le monde se mobilise pour ça. Andy prête son camion, il l'emmène. Ensuite, à l'université, on les aide, parce que ça coûte de l'argent, tout ça. Les dons affluent, on emmène Dudley, et finalement, on fait l'opération. Alors, il y a anesthésie, je ne sais pas si vous imaginez, hein, c'est un veau qui doit peser, un gros veau, il a 1 an, c'est pas un petit qui a 1 mois ou 2. Si vous avez déjà vu des veaux, mais Dudley est quand même costaud, et je vais vous le montrer dans quelques instants. Et donc on fait l'opération, ce qui est très 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 difficile pour des animaux. Je ne savais pas, les animaux sont beaucoup plus sensibles à l'anesthésie que les humains, que les hommes. Et donc il y a des chances pour qu'ils n'en sortent pas, etc. Finalement ils font l'opération, ils coupent le bout de la patte, ils nettoient, enlèvent l'infection et posent une sorte pas de moignon, mais ils arrangent l'os de façon à ce qu'on puisse mettre ensuite une prothèse. Donc l'opération est un succès. Mais ce n'est pas tout. Parce que depuis qu'il est né, Dudley, il a marché sur 3 pattes, en boitant. Donc tout son corps est complètement désaligné. C'est comme un être humain. Hein. Si vous marchez sur une jambe, etc., les os, la colonne vertébrale, les muscles s'atrophient dans l'autre jambe. Donc il va lui falloir faire une thérapie. Et à l'université du Tennessee, on fait la thérapie. Jay se sacrifie, vient habiter au Tennessee, parce qu'il faut quelqu'un qui s'occupe de lui tous les jours, parce qu'il faut panser la plaie, il faut vérifier que le moignon se soigne bien, qu'il n'y ait pas d'infections nouvelles qui apparaissent, etc. Il faut le nourrir, il faut le conforter, et ça dure pendant plusieurs mois. Et finalement, un prothésiste spécialisé dans les prothèses pour animaux fabrique une prothèse spécialement pour Dudley, lui donne, là aussi il faut du temps parce que fabriquer une prothèse pour un animal c'est une chose, mais lui faire porter c'est une autre, c'est pas un être humain donc il n'est pas toujours d'accord et ça prend un temps fou. Mais finalement on arrive à lui mettre la prothèse et après ça marche pas. Une nouvelle infection se produit, il faut réopérer à nouveau Dudley, le professeur Anderson s'y colle, nouvelle opération, nettoyer les infections, arranger l'os de façon à ce que ça frotte moins, etc. Et ainsi, Dudley va subir 5 opérations chirurgicales, jusqu'au jour où finalement, il arrive à marcher avec sa prothèse. Et là, tout le monde est heureux. Andy le fermier, le professeur Anderson, Ellie et Jay, la dame qui a passé le coup de fil, et comme les bonnes nouvelles n'arrivent pas seules, Ellie réussit à ce moment-là, à ouvrir une nouvelle ferme sanctuaire, une douce ferme de repos, un doux refuge pour les animaux au Tennessee. Ce qui fait que Dudley n'a pas besoin d'aller jusqu'en Californie, parce qu'ils d'ailleurs ils ne savaient pas comment l'emmener, ils n'avaient pas les moyens de l'emmener, mais vient directement dans la ferme de Knoxville. Et là, Dudley peut vivre une nouvelle vie. Et la vie qu'il va vivre, je vais vous montrer les photos, est très importante, parce que ce qu'elle explique, Ellie, c'est qu'à partir du moment où il est guéri, Dudley, sa vie a une importance extrême. Déjà pour lui, il va vivre heureux, mais c'est maintenant qu'il va apporter aux enfants et aux ados qui vont le visiter. Parce que Dudley a toute une histoire de violence contre lui-même, une histoire de souffrance. Imaginez, il est resté 1 an sur 3 pattes, avec cette patte qui était infectée, et qui, dès qu'elle touchait le sol, le faisait souffrir. Donc tout ça, c'est hyper important. Et depuis, Dudley vit donc dans la ferme de Knoxville, et ainsi aide lui-même à soigner les enfants. Bien sûr, il est très doux, paraît-il, et il adore les enfants, il adore les adolescents, il se laisse caresser, et il vit sa vie
Il y a des vidéos super, d'ailleurs je vais pas vous les montrer parce que c'est pas le but du jeu, mais on va le voir ça dans un instant. Là c'est pas Dudley, là c'est Ellie, c'est elle, avec un autre animal. Elle a sauvé une autre vache. Et elle a écrit un bouquin qui s'appelle Gentle Farm, The Gentle Farm, où elle explique toute son histoire qui est absolument passionnante. Et ensuite, je voulais quand même vous montrer Jay, son mari. Ellie et Jay. Jay, c'est celui qui est resté pendant des mois, tous les jours, au chevet de Dudley pour l'aider à récupérer. Et il faut pas minimiser ce genre de choses. C'est vraiment important parce que les animaux sont extrêmement sensibles, si vous ne le savez pas encore. Et sans Jay, tous les jours à son chevet, Dudley ne serait peut-être pas sorti. Parce qu'il avait besoin d'une présence réassurante, quelqu'un pour le nettoyer, quelqu'un pour lui mettre sa prothèse, lui faire comprendre que c'était pour son bien. Enfin, plein de choses qu'il a fait en se sacrifiant et en restant donc là-bas. Et voici notre ami Dudley. Le voici ici, tranquille, avec sa prothèse là, en train de se reposer dans sa ferme de Knoxville. Et j'en ai une petite dernière. Voilà, c'est celle-là que je voulais vous montrer. Si ça vous intéresse de voir un documentaire sur l'histoire de Dudley, eh ben, il y en a un qui fait une quinzaine de minutes. Il est en anglais, il n'est pas sous-titré. Ça s'appelle The Dudley Story. Donc avec Ellie, Dudley. Donc vous allez sur YouTube, vous allez trouver, vous tapez ça, et vous trouvez toute l'histoire de Dudley, avec, etc. Mireille, quoi de plus beau que de le voir gambader? Et oui, la première fois qu'il gambade dans sa ferme, je ne sais pas si vous avez vu, il fait des bonds comme ça, il est tout heureux, c'est vraiment beau à voir. La résilience pour un animal existe, exactement, ça existe aussi. Et le travail de Dudley, qui est ici, donc qui va vivre des années maintenant tranquille, dans cette ferme, est hyper important, donc je vous disais, pour les enfants et pour les adolescents, qui viendront lui rendre visite et qui connaîtront son histoire et qui comprendront en leur fort intérieur que waouh, lui, il a eu aussi des problèmes comme moi j'en ai eu, parce que mes parents n'étaient pas sympas avec moi, parce que je me suis retrouvé dans la rue, parce que je suis pas comme les autres, j'ai un handicap et donc les autres me pointent du doigt. Mais Dudley a son handicap et il vit heureux maintenant. Et il donne son amour à tous ceux qui lui rendent visite. Je trouvais cette histoire super sympa et je ne sais plus qui parmi vous me l'a signalé. Il y a quelqu'un qui me l'a signalé. Alors je le ou la salue au passage. Je suis désolé, je ne peux pas vous remercier, cette personne qui me l'a partagé. Donc voilà. Il y a autre chose que je voulais vous dire, mais je crois que j'en ai à peu près terminé. Donc voilà, on va s'arrêter là. Parce que personnellement, quand j'étais petit, on mangeait du steak de cheval tous les samedis. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'adorais le steak de cheval. Et j'adorais les steaks hachés de cheval. Et il m'a fallu longtemps, très longtemps, il a fallu que je sois adulte pour faire la relation entre ce qu'il y avait dans mon assiette et les chevaux que je montais lorsque j'allais prendre des leçons de cheval, ou les vaches et les veaux que j'allais caresser dans la ferme. On avait près des voisins, je ne vais pas vous raconter les détails, j'adorais ces petits veaux qui naissaient à l'étable et que j'adorais caresser, qui étaient tout mignons à 1 mois ou 2 mois et qui, au bout d'1 mois, partaient. Et je ne comprenais pas pourquoi la vache, après, pendant des jours et des jours, meuglait d'une voix triste, vous l'imaginez bien. Je ne comprenais pas. Il m'a fallu du temps pour mettre tout en place et tout comprendre. Mais le jour où j'ai compris, j'ai trouvé que la viande avait beaucoup moins de saveur. Voilà. Bonne soirée, bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Peut-être qu'il y a des gens qui vont comprendre qu'il n'y a pas que la viande à manger dans la vie. Les animaux sont nos égaux. Merci à vous. Fin de l'épisode 138. Au revoir. Et le bouton, je l'ai raté, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un deuxième au revoir. Non, je ne suis pas végétarien. Je mange encore un tout petit peu de viande, mais très très peu. Un jour, je pense que j'en mangerai plus. Mais pour l'instant, j'en mange encore un tout petit peu. Mais sûrement pas de la viande de veau. Au revoir.